Tiercé record à Auteuil, plus de 45 000 francs dans l'ordre 17-3 As. Sauvons la Bretagne après la marée noire, le point sur l'opération Antenne 2 FR3. À Rome, devant 200 000 fidèles, le pape Paul VI a célébré Pâques malgré sa maladie. Le catéchisme a changé, de nouvelles méthodes, un enseignement différent, reportage de Pierre Champetier. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Le Liban, l'Italie, la Bretagne, l'actualité de ce dimanche tourne donc autour de ces trois noms. Le Liban, avec les suites de l'affrontement entre Palestiniens et Israéliens il y a une quinzaine de jours. La Bretagne avec les suites et peut-être l'aggravation, si cela est encore possible, de la marée noire. Rome enfin, parce que nous sommes le dimanche 26 mars et que cette année, le dimanche 26 mars, c'est aussi le dimanche de Pâques. C'est d'ailleurs par cela que nous allons commencer. Par les cérémonies qui ont marqué aujourd'hui la célébration à Rome de la plus importante journée de la liturgie catholique. Plus de 200 000 fidèles se sont rassemblés ce matin sur la place Saint-Pierre pour célébrer, en compagnie du pape Paul VI, la messe de Pâques. Devant leur écran de télévision dans le monde entier, 1,5 milliard de téléspectateurs ont suivi cette cérémonie. Le pape Paul VI, en dépit de sa fatigue, a célébré l'office et puis, comme chaque année, il s'est adressé aux catholiques du monde entier. Le franc soleil de Rome aura décidément boudé jusqu'au dernier jour ses fêtes pascales de 1978. Néanmoins, la foule était nombreuse ce matin pour accueillir Paul VI qui sortait vraiment pour la première fois depuis le début de sa maladie. On l'a remarqué, pas de sermon pour la messe de Pâques, un message pascal très court. Paul VI est encore extrêmement fatigué. On se perd en suppositions sur ce dont Paul VI souffre véritablement. Les informations émanant du Vatican sont depuis quelques heures moins précises. On peut évidemment interpréter la chose dans les deux sens. Ou bien le pape va mieux, ou bien, comme il l'a toujours fait, il a énormément pris sur lui pour assumer ses fonctions. Depuis maintenant 5 à 6 ans, on voit à 2 pas de l'hôtel du pape un homme habillé de noir avec une petite trousse à la main. C'est le médecin du pape, prêt à intervenir si quelque défaillance se manifeste. Bien évidemment, ces jours-ci couraient de nouveau des rumeurs. Paul VI allait certainement démissionner. Un des prélats les plus importants de la curie romaine a assuré qu'on ne saurait envisager une telle éventualité. Il y a 10 ans déjà, Paul VI, répondant à son ami Jean Guiton sur ce point, lui disait une phrase qu'il fait encore sienne aujourd'hui. « Être pape, c'est une paternité. On ne démissionne pas de la paternité. » Lumen Christi. Pâques avait commencé hier soir à 23 h avec la veillée à Saint-Pierre, une veillée présidée en l'absence du pape par le cardinal Confalonieri. Bénédiction du feu, célébration de la lumière et proclamation du message pascal. Christ est ressuscité, Christ est vivant, a-t-on chanté, c'est le centre de l'acte de foi de millions de chrétiens du monde entier. Pour signifier cette vie qui renaît, selon la tradition, l'Église a baptisé durant la nuit pascale. À midi, c'était la bénédiction Urbi et Orbi, c'est-à-dire la bénédiction solennelle que le pape donne à sa ville et au monde pour les grandes occasions. Cette année, la bénédiction a été attendue par le monde entier avec une attention particulière. Le pape, en affirmant qu'il rassemblait toutes ses forces physiques pour être sur la place Saint-Pierre, a souligné que les chrétiens devaient être d'abord fermes dans la foi. Pas d'allusion aux problèmes du monde, mais un appel à la vérité de l'engagement chrétien. Deuxième point de passage obligé de l'actualité de ce dimanche, la Bretagne. Il y a 10 jours, l'Amoco Cadiz, battant pavillon libérien et transportant plus de 200 000 tonnes de pétrole, s'est échoué sur les rochers à quelques centaines de mètres de Port-Salle dans le Finistère. Par le seul fait de sa cargaison, ce qui n'aurait pu n'être qu'un naufrage sans perte de vies humaines, s'est transformé au fil des jours en véritable catastrophe et aujourd'hui, 500 km de côte sont pollués. La nappe s'étend de la pointe Saint-Mathieu à l'île de Bréa, la zone des Abers est couverte de pétrole.
À Brignogan, à l'île de Bas, à Roscoff et à Pyros-Guirec, la pollution est là aussi totale. Pour l'instant, la baie de Saint-Brieuc est épargnée, mais personne ne peut dire si elle le sera longtemps. Le vent souffle en Bretagne et il souffle actuellement de l'ouest. Des nappes de pétrole pourraient se détacher de la nappe principale et des côtes et s'étendre maintenant vers le Cotentin. Nos reporters sont en Bretagne. Je vous propose de faire le point avec eux. Messe Pascal, Pâques noir à Port-Salle. Ce matin, à la sortie de l'église, chacun s'en est allé de son côté. À quoi bon parler, chacun sait que le drame est irréversible et qu'il sera là encore pendant de longs mois. Alors, parce que demain il faudra beaucoup de courage, on a préféré ici ne pas s'imposer pour un jour le spectacle insoutenable de la côte. On ne bouge pas de la maison. Mes enfants arrivent tout à l'heure, puis on reste à la maison. Les enfants sont à Brest, ils arrivent en club, mais on ne peut pas bouger de la maison. Non. Où voulez-vous aller? Non. C'est un vrai Regardez message. toujours la même chose. Autant rester à la maison, vous savez. Oui, toujours la même chose. Pareil à un monstre vaincu, la Moco Cadiz continue toujours à cracher son venin. Écrasée par le vent, la région de Port-Salle était aujourd'hui déserte, et rares étaient les curieux qui avaient franchi les barrages de la gendarmerie. Actuellement, je viens de recevoir les comptes rendus des deux commandants de compagnie de Brest et de Morlaix. Les axes retenus sont absolument dégagés et tous les véhicules de secours peuvent les emprunter sans aucun problème. Vers 16h cet après-midi, on s'est encore remis à pomper, litre par litre, mètre par mètre. Pour se rassurer autant que pour combattre le mal, car rien ne peut être entrepris d'important avant la fin mardi des grandes marées d'équinoxe. Bien sûr, les bonnes volontés ne manquent pas, mais les autorités préfèrent encore attendre avant d'accueillir les volontaires. Et seuls ces quelques lycéens parisiens avaient été autorisés ce matin à s'approcher de la plage. Qu'est-ce que tu comptes faire ici Aider au maximum, ramasser le pétrole, les oiseaux, enfin tout ce qu'on aura besoin de nous, quoi. Et vous êtes nombreux? Je crois qu'on est une centaine à peu près. Une vingtaine de nouveaux sites de pompage seront installés la semaine prochaine et l'armée dépêchera 11 compagnies supplémentaires. Une aide sans doute appréciable, mais quand on sait qu'il faut 6 heures et au moins une trentaine d'hommes pour nettoyer 10 mètres de rivage, on ne se sent guère soulagé. 10 mètres, faites le calcul, il y a en Bretagne plus de 140 km de côtes polluées. Oui, 140 km à vol d'oiseau. Que faire, en tout cas pour limiter les dégâts de cette marée noire? Comme le disent les Bretons, je crois, relever les manches et se mettre maintenant au travail. Mais les Bretons n'y suffiront pas, il faut que la France entière se mobilise, comme elle s'est d'ailleurs mobilisée en d'autres temps et pour d'autres catastrophes. Alors, Antenne 2, face à ce qui se passe actuellement en Bretagne, s'est mobilisée elle aussi, et avec vous tous, nous allons faire le maximum. Comment? De Paimpol, Daniel Bilalian nous l'explique. Au soir du 3e jour de notre grande campagne de solidarité, Antenne 2, Sauver la Bretagne. Nous lançons officiellement l'opération de nettoyage des côtes du Finistère et des côtes du Nord. Cette opération est lancée dans toute la France avec le concours des stations régionales de FR3. Elle a pour but bien précis de permettre le nettoyage systématique et rationnel des plages et des sites touristiques des deux départements, et cela dans les semaines qui vont venir. Depuis le début de notre campagne, vous l'avez sans doute remarqué, nous avons toujours demandé des choses bien précises. Ce soir encore, je vous demande donc de m'écouter attentivement. Vous qui, dans toute la France, écoutez cet appel et qui vous sentez volontaire pour cette mission de solidarité, groupez-vous en équipe d'une trentaine de personnes en moyenne disposant d'un encadrement sérieux. L'âge minimum pour faire partie de ces équipes, afin qu'elles soient véritablement efficaces, est de 17 ans. Les équipes ainsi constituées doivent être prêtes à séjourner une semaine au moins sur les lieux de nettoyage, c'est important. Le problème de leur équipement individuel sera résolu en partie, en grande partie, sur place. Pour l'instant, les responsables départementaux de la jeunesse et des sports des deux départements sont en train de recenser les demandes des municipalités et les possibilités d'hébergement. Dès que vous serez groupés, vous pourrez donc les appeler. Mais attention, pas avant d'être sérieusement regroupés, j'insiste bien, car les appels individuels, même s'ils partent d'un bon sentiment, ne font que compliquer les choses et les rendre pratiquement inefficaces. Voici les téléphones où vous pourrez appeler, je vous conseille plutôt à partir de demain matin. Pour les Côtes du Nord, à Saint-Brieuc, 3 numéros, 33 13 88, 33 28 43
et 33 24 15. Pour le Finistère, un seul numéro pour l'instant, mais il y aura sans doute beaucoup plus dans l'avenir, 44 29 24, 44 29 24. Aux opérateurs qui vous répondront, vous donnerez l'adresse et le téléphone du responsable du groupe, de façon à ce qu'on puisse vous joindre le plus rapidement possible dès que les opérations de nettoyage commencent. N'hésitez pas à appeler, je vous le conseille, car les besoins sont immenses. Pour le seul département des Côtes du Nord, par exemple, les possibilités d'hébergement sont déjà de 3000 places environ. Vous pouvez également, toujours dans le cadre de cette opération, pour la région parisienne seulement, appeler dès demain matin le 555 32 82, 555 32 82, magazine C'est la vie, Antenne 2 Paris, qui regroupera les appels des volontaires de la région parisienne. Et puis à partir de mardi matin, vous pourrez appeler l'ensemble des stations régionales de FR3 où seront également regroupées les offres de services des volontaires. Enfin, si tout va bien, et il faut que tout aille bien, dès mercredi soir, 20h30, nous serons en direct dans notre magazine Question de temps, capables de donner un premier bilan de cette nouvelle opération Antenne 2 FR3 avec le soutien et le concours des responsables régionaux. Voilà donc pour cette opération. Et je voudrais profiter de la présence ce soir à mes côtés de monsieur le sous-préfet de Guingamp pour lui demander s'il pense qu'Antenne 2 dans cette opération a choisi la bonne solution pour travailler. Oui, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que dès le premier soir, vous avez appelé chaque touriste à être présent en Bretagne cet été, et les Bretons sont sûrement très sensibles à ce qu'on leur apporte ce soutien de la présence, non pas simplement aujourd'hui où il y a quelque chose à voir, et comme le disait le maire ce matin, ce n'est pas la fête, mais plus tard, quand il s'agira de faire revivre cette région. D'autre part, parce que votre démarche part des besoins effectifs, en liaison avec ceux qui ont effectivement la charge d'organiser les secours. Et c'est très important. Les camions, les hébergements, les groupes, et c'est là effectivement que dans le concret, et on pourra faire face à des besoins qui sont réels, mais aussi qui sont très évolutifs dans le temps, et qui dureront un certain temps. Enfin, parce que je crois que vous permettez effectivement aux Français qui l'ont montré par la passion qu'ils mettent dans la façon dont ils suivent ce drame, de faire face à ce désir de participation qui est pour nous quelque chose de très touchant, mais également qui doit être organisé, et vous avez raison d'insister sur ce point. Bien, merci. Je voudrais, juste avant de terminer, et avant de rendre l'antenne, rappeler que notre opération camion de vidange se poursuit. Je tiens à dire tout de suite que tous les camionneurs et entreprises qui se présenteront seront payés, c'est important. La seule chose qui ne soit pas encore exactement déterminée, c'est le montant des barèmes qui seront appliqués. Pour vous faire connaître, vous continuez donc à appeler, car on a besoin de camions vidanges, énormément de camions, au moins encore une cinquantaine. Vous appelez à Saint-Brieuc le 61 19 50, 61 19 50, et à Brest le 90 02 80, ou encore le 90 23 83. Voilà pour ce soir. D'autres opérations sont en cours d'élaboration, notamment pour venir au secours des oiseaux en péril. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais pour l'instant, notre prochain rendez-vous est à 23h, vers 23h, dans le dernier journal. Bien, Daniel Bilalian nous a donné tous les renseignements, mais si vous voulez participer à ces opérations de nettoyage sur la côte bretonne, je vous rappelle deux choses, deux points essentiels. Il faut que vous ayez plus de 17 ans et que vous vous regroupiez en équipe d'une trentaine. Et il faut aussi que vous preniez contact, donc, soit avec les stations régionales de FR3 dès mardi matin, soit avec nous, si vous habitez bien sûr la région parisienne, en appelant nos camarades de C'est la vie dès demain matin. Je vous rappelle le numéro que nous communiquait Daniel Bilalian à l'instant, le 555 32 82, et je peux vous dire tout de suite qu'il y a un second numéro qui vient d'être mis en service et qui sera en service dès demain matin 9h, le 555 32 94. Cette opération de solidarité, vous le comprenez, doit être organisée. Alors avec FR3, nous allons nous en charger. Tout faire pour lutter contre la marée noire, bien sûr, mais il faut aussi tout faire pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise à l'avenir. Dans ce domaine, le gouvernement a pris mercredi une série de décisions pour réglementer la navigation des pétroliers au large des côtes françaises. 3 textes ont été publiés ce matin au journal officiel, des textes qui fixent donc les nouvelles normes de circulation applicables dans les eaux territoriales et dans les eaux sous souveraineté nationale. Désormais, à l'intérieur des eaux territoriales françaises, les pétroliers n'ont plus le droit de naviguer à moins de 7000 marins des côtes, c'est-à-dire à peu près 12 km. Entre 7000 et 50 000 marins, tous les pétroliers en difficulté devront signaler immédiatement
les difficultés auxquelles ils sont confrontés signalées aux autorités françaises. Le capitaine d'un remorqueur ou de tout autre bateau se portant au secours d'un navire en difficulté à moins de 50 milles des côtes doit lui aussi, dès réception de la demande d'assistance, signaler aux autorités la position et la nature des avaries du navire en difficulté. Il devra également tenir informé ces mêmes autorités du déroulement des opérations de sauvetage. Des normes sévères donc, reste à savoir si les bâtiments battant pavillon de complaisance les appliqueront à l'avenir. L'enlèvement du baron Empain, rien de neuf depuis l'arrestation vendredi soir de l'un des ravisseurs de l'industriel franco-belge. L'interrogatoire d'Alain-Henri Caillol n'a semble-t-il pas fait progresser l'enquête. Celui-ci a été inculpé hier et sa garde à vue se termine ce soir. Mais, je viens de l'apprendre, le gangster Alain Caillol a l'intention de demander aux ravisseurs de libérer le baron Empain. Il s'explique, selon les enquêteurs, c'est ce qu'il a déclaré en substance, il a été contacté chez lui à Montpellier pour participer à la récupération de la rançon et il devait toucher 500 000 francs pour cette mission. Et Alain Caillol poursuit, je comprends maintenant qu'il n'y a aucune illusion à se faire et que les ravisseurs ne parviendront jamais à toucher l'argent. La police, dit-il, n'abandonnera jamais la piste. C'est pourquoi j'envisage de demander à mon avocat de faire appel aux ravisseurs pour libérer le plus tôt possible le baron Empain. En tous les cas, après l'échec de la remise de la rançon et l'arrestation de l'un de leurs complices, les gangsters ont semble-t-il gardé tout leur sang-froid. On s'attend maintenant à une longue période de silence avant peut-être la reprise des tractations entre la famille du baron Empain et les gangsters. En Italie, rien de neuf non plus. 8 jours après l'enlèvement de M. Aldo Moro, les brigades rouges italiennes ont cependant fait parvenir quelques messages aux journaux. Des messages qui annoncent que le procès de M. Aldo Moro a commencé devant la justice du peuple. Un tribunal du peuple dans lequel le peuple ne se reconnaît pas, ont fait remarquer aujourd'hui les centrales syndicales ouvrières italiennes. Au Japon, comme partout ailleurs, le mélange manifestant-force de l'ordre est ce que l'on appelle un mélange détonnant. Mais au Japon, quand l'explosion se produit, le moins que l'on puisse dire, c'est que cela s'entend et que cela se voit. Hier soir, 20 000 manifestants se sont retrouvés face à 14 000 policiers à une 60aine de kilomètres de Tokyo, très exactement devant le nouvel aéroport de la capitale japonaise, un aéroport qui aurait dû être inauguré normalement jeudi prochain. Mais cela semble difficile maintenant. Non seulement toutes les vitres sont bonnes à changer et les peintures à refaire, mais les 14 000 policiers n'ont pas réussi à empêcher la mise à sac de la tour de contrôle. Il est vrai qu'ils pensaient peut-être plus à se protéger eux-mêmes qu'à protéger les installations. Vous allez pouvoir le constater, l'écologie au Japon ne se confond pas tellement avec la non-violence. Les manifestants, des paysans expropriés par l'aéroport, mais surtout des gauchistes. Pendant plusieurs heures, ils ont harcelé les policiers selon une tactique qui a fait ses preuves, attiré les charges le plus loin possible de la tour de contrôle, la tour qui était l'objectif de ces manifestants. 6 d'entre eux réussissent à y pénétrer en brisant les vitres à coups de masse, pendant que les techniciens de la tour se sont réfugiés sur le toit. Cet hélicoptère envoyé par les policiers pour secourir les techniciens, et cela dans le plus pur des styles hollywoodiens, les policiers qui, un peu plus tard, devront employer la même technique que les manifestants pour pénétrer dans la salle de contrôle. Finalement, force est restée à la loi, l'aéroport est inutilisable et le bilan, 108 arrestations, 20 blessés, dont 17 policiers. Ce matin à Rome, le pape Paul VI a utilisé 11 langues différentes pour souhaiter de bonnes et joyeuses Pâques au monde. Parmi ces langues, il y avait l'arabe, un appel à la paix qui risque hélas de ne pas être entendu dans cette poudrière qui s'appelle actuellement le Liban. Certes, les casques bleus s'installent progressivement en tampon entre les Israéliens et les Palestiniens dans le sud du pays, mais à l'intérieur du Liban, le fossé qui sépare les communautés chrétiennes et musulmanes et progressistes est loin d'être comblé. Et au contraire, cette semaine, les chrétiens du Liban ont célébré les fêtes de la Semaine Sainte. Mais sitôt les cérémonies terminées, il semble bien que la loi de l'Évangile doive laisser la place à la loi des armes. Notre reporter Bernard Rapp a vécu cette semaine dans la communauté chrétienne du Liban. Dimanche des Rameaux au sud Liban. Le même jour, 80 km plus au nord, à Antélias, dans la banlieue de Beyrouth. Ici, tout le monde est chrétien, ce qui signifie pour les Libanais conservateurs. Et même au plus fort de la guerre civile, aucun commando des forces progressistes ne s'est aventuré jusqu'ici. Pourtant, aujourd'hui, les événements qui se déroulent au sud, l'intervention israélienne, sont au cœur de toutes les conversations,
avec parfois des nuances difficiles à saisir. Je pense qu'Israël, lorsqu'elle vient, elle est un peu mieux que les Palestiniens, parce que les deux côtés vont nous tuer, mais c'est un peu mieux que les Palestiniens. Les autres. Moins peur. Oui, bien sûr. Parce que les Palestiniens étaient chez nous, ils nous ont massacrés comme ça, sans rien. Parce que les Israéliens, ils ont déjà une excuse pour venir combattre le Liban. Pour les chrétiens, l'ennemi principal, ce sont les Palestiniens. Le souvenir de la guerre civile est encore très présent dans les cœurs. Toute solution qui laisserait la moindre chance de retour au sud Liban pour les Palestiniens est inacceptable. Et l'envoi de casques bleus est considéré par les leaders chrétiens comme une mauvaise farce. On ne croit pas ici que les troupes de l'ONU parviendront jamais à contrôler les Fédayines. Et à tout prendre, on préfère encore voir les Israéliens au sud Liban plutôt que les Palestiniens. Pour l'expliquer, le président du Parti national libanais, Camille Chamoun, n'y va pas par quatre chemins. Certains pays considèrent qu'une attaque contre le Liban qui est menée par les Israéliens constitue une agression et une violation de la souveraineté libanaise. Alors qu'une attaque palestinienne, toutes les destructions que nous ont valu les attaques palestiniennes, ceci ne constitue pas une atteinte à la souveraineté du Liban et sur toute l'étendue de son territoire. Ce qui fait que maintenant nous considérons, et personnellement je considère que ce qui est intervenu, la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, est une résolution boiteuse. Si la mise en place des casques bleus ne vous satisfait pas, quelle est la bonne solution pour vous? La bonne solution pour nous, qu'on prenne une solution que les casques bleus, s'ils veulent vraiment travailler, bien qu'ils essaient par désarmer également les Palestiniens. Que souhaitez-vous maintenant? Maintenant qu'ils s'en aillent. Comment? Au diable vert. Ça n'est pas mon affaire. Pour l'instant, les Palestiniens sont toujours au Liban. L'opération israélienne n'a eu pour résultat que de les repousser à 20 km au nord, entraînant un mouvement de population considérable qui pourrait bien faire une nouvelle fois exploser la chaudière libanaise, et la prière n'y pourrait rien. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité mondiale. 80% des Français s'affirment de religion catholique, même si beaucoup d'entre eux ne pratiquent plus assidûment. Ce chiffre, c'est un récent sondage qui nous le faisait connaître. 80% de Français élevés dans la religion catholique, cela veut dire finalement 80% de Français ayant connu l'époque du catéchisme. Jusqu'à la modification du jour de congé hebdomadaire, on y allait le jeudi. Maintenant, les cours, eh bien, ils ont lieu le mercredi, mais le catéchisme de nos pères est-il le même que celui de nos enfants? La réponse, je vous lis tout de suite, est non. Et si l'Église, en 2000 ans, a beaucoup évolué, du côté du catéchisme, c'est des révolutions dont on doit parler. Nous avons vécu l'âge du goûter et des culottes courtes sous le regard d'un personnage familier. Les belles images du catéchisme nous montraient Dieu comme une sorte de grand-père terrifiant et barbu, émergeant des nues et assis sur sa création. Il tirait les ficelles d'une histoire qui remontait beaucoup plus haut que nos ancêtres les Gaulois, jusqu'au paradis terrestre. Toutes les ressources de la pastorale écologique étaient ici mises en œuvre, et la nudité de nos premiers parents était pleine de séduction. Le serpent et sa pomme gâtaient trop vite notre plaisir. Regardez avec combien d'éloquence est encore évoquée aujourd'hui la tentation. Pour combattre le péché, les petits livres d'hier ne lésinaient pas sur les moyens. Quant à l'enfer, auquel il ne manquait pas un diable, pas un supplice, nous le considérions naturellement comme le grand dépotoir des mauvais élèves. Très concrètement, la hiérarchie religieuse du ciel, de l'enfer et du purgatoire, si familière qu'elle inspirait le jeu de marelle des petites filles, nous initiait à la notion de classe. Pour faire comprendre que le dimanche est le jour réservé au Seigneur, le catéchisme de la bonne presse n'hésitait pas à attribuer à l'usine toutes les apparences d'un lieu infernal. Mais ce qui nous plaisait le plus, c'était sans doute ces magnifiques panoramas hollywoodiens de déluges, de batailles, de miracles, qui à notre âge avaient encore la saveur de l'épopée et des contes de fées. Enfin, le petit catéchisme illustré répondait à sa manière à nos premières curiosités métaphysiques.
au problème de la mort, qu'il représentait dans toute sa cruauté. Aujourd'hui, on en arrive à une explication de l'univers très très différente à travers toute la poussée scientifique, la poussée industrielle, la poussée rationnelle, et que le catéchisme, petit à petit, s'est trouvé complètement en porte-à-faux par rapport à ce type d'explication de l'univers. D'où aujourd'hui on se retrouve avec un catéchisme qui n'a plus tellement d'imagerie, qui ne veut plus s'adresser au merveilleux de l'enfant, mais qui veut s'adresser à sa vie et à sa vie concrète, précise, de tous les jours, et qui veut essayer de lui faire percevoir comment Dieu se trouve dans cette vie de tous les jours. Effectivement, tout a changé. D'abord, le cours de catéchisme est aujourd'hui l'affaire des laïcs. La mère de famille a remplacé monsieur le curé. Chaque semaine, 150 000 bénévoles font ainsi la leçon sous le contrôle de quelques clercs. L'enseignement lui aussi a changé. Se mettant à l'heure des nouvelles méthodes de pédagogie, l'Église a abandonné le petit livre que nous avons connu avec sa longue litanie de questions et de réponses. Les chants, les danses, les scénettes, les discussions, les séances de peinture ont remplacé la récitation par cœur. C'est qu'aujourd'hui l'objectif n'est plus d'apprendre, mais de chercher à comprendre. Découvre que Jésus est le Sauveur. Je n'en reviens pas, il m'a pardonné. Avant, qu'est-ce que vous pensez? Je croyais mourir. Je croyais être condamné. Jésus m'a pardonné. Il n'est pas comme les autres. Quelle belle surprise. Et maintenant, madame? Maintenant, je suis heureuse. Tout est changé. Personne ne veut plus me parler. Peux-tu m'aider à changer, Jésus, à être meilleur? J'essaie descends vite. Aujourd'hui, je vais loger cette fois. Pendant tout un temps, on a cru pouvoir enserrer la foi dans des formules, dans des paroles. On avait tout un bagage, la foi c'était un dépôt, et il suffisait de connaître ce dépôt et de savoir ce dépôt pour pouvoir se dire croyant ou chrétien. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la foi, ce ne sont pas des paroles, mais c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et que donc notre problème n'est pas de savoir un certain nombre de choses, mais plus de rentrer dans le mystère de cette personne qui s'appelle Jésus-Christ. Ce qui est beaucoup plus difficile. On était beaucoup plus en sécurité. Il y avait là une notion de la vérité, en fin de compte, qui était très simple et très claire. On savait, ça allait. Aujourd'hui, on ne sait plus, on recherche. Même si nous n'en avons pas conscience, les images des anciens catéchismes nous ont laissé leur empreinte. Bon gré mal gré, elles font partie de notre imaginaire. Aujourd'hui, elles ont disparu. Événements sans importance ou révolution culturelle. L'Église a découvert que la vieille imagerie saint-sulpicienne, autrefois si efficace, était devenue un obstacle à la foi. Déboulonné de son nuage, le Dieu des catéchismes est descendu dans la vie quotidienne des petits Français sous la forme d'une initiation à l'amour, à la justice et à la générosité. Bonhomme, le bon Dieu se prête désormais à tous les barbouillages. Il lui reste tout de même quelque chose de son ancienne image, le collier de barbe. Non, c'est son masque de bandit. Et on rigole pas avec le Seigneur. Je ne reviendrai pas sur l'actualité sportive de cette journée. Robert Chapat et son équipe vous ont déjà tout dit dans Stade 2. Un retour toutefois sur le tiercé qui se courait aujourd'hui à Auteuil. Et il s'agissait de la grande course de haies de printemps. Les 22 partants avaient 4100 mètres à parcourir. Je vous le dis tout de suite, les rapports atteignent les sommets. Le premier, c'est en effet le 17, Fairtom. Le second, le 3, R, Archer. Et le troisième, l'As Démonio. Le 17, le 3 et l'As. Vous voyez les rapports s'inscrire sur votre écran. 45 717 francs 50 pour 5 francs. Dans l'ordre et dans un ordre différent, 9 143 francs 50. Un beau rapport. Quant à la course de chameau, commentée par Daniel Casal avec son talent habituel lors toujours de Stade 2, je suis désolé, mais les rapports ne sont pas encore parvenus. Ils seront peut-être là pour le 1er avril. Un rapide coup d'œil maintenant sur les prévisions de la météo pour demain. Il fera généralement beau sur notre pays le matin, en dépit de quelques brouillards dans le sud-ouest. Dans le courant de la journée, le temps deviendra cependant nuageux de la Bretagne à la frontière belge, des nuages accompagnés d'un renforcement des vents et de petites pluies dans l'ouest. Les températures, elles, varieront peu.
Et puis avant de nous quitter, un dernier conseil, vous allez sûrement même être très nombreux à rentrer demain vers les grandes villes, si vous le pouvez. Alors évitez de circuler entre 16h et 24h. Il y aura du monde, beaucoup de monde, sur les routes à ce moment-là. Voilà, cette édition est maintenant terminée. À 22h30, c'était Hervé Claude qui vous tiendra au courant des derniers développements de cette actualité du dimanche de Pâques. Quant à moi, je vous retrouve demain soir à 20h. Bonne soirée, à demain.